Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, les lampions se sont éteints sur la 11e édition du prix musical du concours musical prix d'Angourmou. Plusieurs allocutions ont marqué le lundi soir la cérémonie de clôture. Parmi ces allocutions, donc celle du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui a rappelé la pleine implication des autorités, au premier rang desquelles le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a doté les lauréats des premiers prix d'un kit composé d'instruments musicaux. Abdelkader Tahirou, Malika Abdraman. À l'entame de la cérémonie, le président du conseil de ville d'Ottawa, Abdou Ouf Dodo, a dans son mot introductif félicité les différents acteurs impliqués dans l'organisation de l'édition 2022 du prix d'Angourmou pour le succès enregistré, tout en soulignant qu'ils ne ménageront aucun effort pour rendre encore meilleures les éditions prochaines. Prenant la parole, le président de l'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et des métiers de la musique, ANASIM, Omar Issouf Difeno, a adressé au nom de la NASIM les remerciements au président de la République qui a rendu possible ce rendez-vous et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette édition. Mise à l'actif de la région d'Ottawa, au-delà d'une compétition, c'est une rencontre d'échange et surtout de communion entre les acteurs de la vie artistique et culturelle. De nombreuses personnes sont dans la région d'Ottawa pour profiter de cette occasion inédite au cours de laquelle la musique nigérienne retrouve toutes ses lettres de noblesse. En prononçant son allocution de clôture, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, a indiqué que l'organisation de la 11e édition leur a permis de tenir une triple promesse. Celle d'organiser le prix d'Angourmou en parfaite intelligence avec les responsables régionaux et les associations artistiques et culturelles. Je profite alors de cette tribune pour exprimer tous mes remerciements et toutes mes vives félicitations à tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à la réussite éclatante du prix d'Angourmou édition 2022. À ce stade de mon propos, je puis seulement vous dire qu'en plus des enveloppes consistantes constituant son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, offre un kit complet d'orchestre au premier de la catégorie orchestre, un kit groupe musical complet au premier de la catégorie groupe musical, un kit soliste au premier de la catégorie soliste, un prix de participation à chacune des délégations venues à Ottawa. Avant de procéder à la proclamation des résultats, le jury a d'abord formulé un certain nombre de recommandations. Enregistrer et archiver les œuvres primées. Continuer à former les artistes dans toutes les disciplines artistiques et tous les instruments de musique traditionnels et modernes. Je m'en vais lire le palmarès par catégorie. Le 3e prix soliste est attribué à la région de Dosso. 2e prix, région de Zender. 1er prix, région de Niamey. Groupe musical. 3e prix, Tawa. 2e prix, Niamey. 1er prix, Agadez. Catégorie orchestre. 3e prix, Tawa. 2e prix, Agadez. 1er prix, Niamey. Le premier prix soliste est composé d'une enveloppe de 500 000 francs, celui du groupe musical d'une enveloppe d'1 million de francs CFA et celui de l'orchestre d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Outre ces récompenses, le président de la République a offert des prix spéciaux aux lauréats ainsi qu'une licence d'entrepreneur culturel offerte par le président de la République et délivrée par l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC, à l'ensemble des lauréats.
Rappelons qu'au cours de la cérémonie, la NACIM a décerné des témoignages de satisfaction au Premier ministre, au ministre de la Culture, à l'ingénieur international des soins venu du Sénégal, ainsi qu'aux directeurs régionaux de la culture et celui du tourisme et de l'artisanat de Tawa. La famille du fait d'Angourmou a pour sa part offert des cadeaux symboliques au Premier ministre, au ministre de la Culture, au gouverneur de la région de Tawa, au président national et régional de la NACIM, et à certains artistes, à savoir Papayaro, Denke Denke, Almeida ainsi qu'à Hajia Fatima Rico. Oui, le groupe Choc, ce groupe d'animation dans les gradins, n'est pas resté en marge de cette 11e édition du festival de musique Prix d'Angourmou. Ce groupe a marqué sa présence avec plusieurs prestations tout au long de cet événement. Abdelkader Tahirou, Malik Abdraman. À l'instar des différentes prestations des artistes qui ont émerveillé durant toutes les nuits qu'a duré la 11e édition du Prix d'Angourmou, le groupe Choc n'a pour sa part ménagé aucun effort pour donner un cachet particulier à l'édition 2022. Composé de jeunes filles et garçons de la capitale de l'Ader, les membres du groupe Choc se réunissent chaque soir avant les compétitions autour d'un feu pour arranger leurs instruments d'animation grâce auxquels le groupe a égayé le public. Rappelons que lors de la cérémonie du prix, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a remercié le groupe qui a su se démarquer. J'ai une pensée particulière au groupe Choc qui a tenu sa promesse d'accompagner l'organisation et de galvaniser les candidats. Le groupe Choc a pour tous ses efforts accomplis bénéficié d'une enveloppe de 200 000 francs en guise d'encouragement. Voilà pour ce qui est de la 11e édition du prix d'Angourmou. La conférence des présidents s'est tenue ce matin dans la salle habituelle des réunions sous la présidence de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, président de la conférence des présidents. Au cours donc de la réunion, les membres de cette instance parlementaire ont procédé à l'examen et à la modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Deux audiences au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a reçu successivement cet après-midi le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie qui est venu remettre le rapport de ses activités et les lauréats du concours prix d'excellence Goni et ICMA. Le résumé avec Aminatou Garba, Laoli Yahya. La remise officielle du rapport annuel 2021 des activités de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Tel est l'objectif de cette première audience entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. L'ARCE est une institution qui régule plusieurs secteurs de l'énergie. Comme vous savez, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie régule l'électricité et les hydrocarbures. Donc nous venons de rendre au Premier ministre non seulement compte de ce qui s'est passé, mais aussi de lui remettre ce rapport-là, qui devrait normalement être fait en fin juillet. Mais comme c'est un acte qui ne dépend pas uniquement que de l'ARCE, ça dépend aussi des secteurs régulés. Donc on a pris le temps qu'il fallait pour être aujourd'hui à cette date-là. La deuxième audience a été accordée aux lauréats des prix nigériens de meilleurs managers de l'administration publique, appelés GONI. Ils sont venus présenter les trophées au chef du gouvernement. Une compétition organisée par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative et le haut-commissaire à la modernisation de l'État. Et ces deux institutions ont bénéficié de l'appui du cabinet du leader d'Afrique. Et ces deux compétitions ont permis au niveau de chacun des 4 ministères du secteur développement rural de désigner les meilleurs managers. Et pour ce qui est des prix GONI. Donc comme vous l'avez constaté, il y a 2 managers qui ont été identifiés après une évaluation 360 degrés qui a été faite et qui a consisté à
demander auprès des managers, auprès des supérieurs, même auprès des partenaires avec lesquels ces cadres sont en contact. Et l'objectif visé par cette activité est de contribuer à notre façon à changer le comportement afin de faire notre administration une administration performante. Un des lauréats a exprimé toute leur satisfaction d'avoir reçu ces prix qui leur permettront de relever les défis des différents secteurs primés. C'est vraiment une réaction de satisfaction. En tout cas, nous avons été honorés. Et ça, je pense que je l'ai dédié à l'ensemble des cadres de l'hydraulique, en tout cas qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et ensemble, nous avons impulsé l'innovation qu'il faut, c'est de travailler dans l'intérêt de nos populations. Vous savez bien, moi je viens d'un secteur assez sensible qui est le secteur de l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Et vous avez vu les challenges que nous avons en face de nous. Si vous voyez les milieux ruraux, on a moins d'un Nigérien sur deux qui ont accès à l'eau potable. Donc nous avons un grand défi. Nous avons un grand défi, celui de relever ce taux d'accès à l'eau potable de nos populations et parallèlement améliorer aussi l'ensemble des autres conditions de vie de ces populations. Le chef du gouvernement a, au cours de ses entrevues, apprécié la qualité des innovations faites au niveau de ces différents services dont les responsables sont reçus en audience. Le directeur de cabinet du président de la République, président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'Agence nationale de l'économie des conférences, ANEC, a procédé ce matin à l'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil au titre de l'année 2022. Ce Conseil est un organe de gouvernance politique qui veille sur les orientations stratégiques et le bon fonctionnement de l'agence. Achetou Bawa et Azirabio. Cette première session extraordinaire du Conseil d'orientation et de contrôle de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC au titre de l'année 2022 se tient à un moment où le Niger s'apprête à accueillir le 25 novembre prochain de réunions importantes des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, mais aussi la session extraordinaire sur la ZLECAf. Près de 3000 participants, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, prendront part au sommet et aux 60 autres événements parallèles et rencontres ministérielles que l'ANEC aura à organiser. La présente session aura donc à examiner et approuver le dispositif organisationnel, mais aussi examiner et approuver le projet du budget. Pour faire face à un tel afflux de visiteurs, notre pays dispose, fort heureusement, d'infrastructures de conférences, d'accueil et d'hébergement aux standards internationaux depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine organisée à Niamey en juillet 2019. Cet événement historique nous avait également permis de former plus de 9000 personnes dans les domaines de la sécurité, des métiers de l'hôtellerie, du transport, de la communication, du protocole de la santé, etc. Ces acquis de la conférence de l'Union africaine de 2019 sont désormais capitalisés et développés opportunément à travers l'Agence nationale pour l'économie des conférences ANEC, créée le 10 janvier 2020. L'ANEC est également chargée de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination attractive pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux, de coordonner leur organisation avec toutes les administrations publiques et privées, de susciter, soutenir et encadrer les initiatives privées en la matière. Le Niger est désormais un hub en matière de conférences et autres événements internationaux au vu des infrastructures d'envergure internationale qu'il possède, ce qui suscite l'intérêt croissant manifesté par les organisateurs des événements. La preuve, près de 20 événements internationaux sont programmés au Niger de la période d'octobre à décembre 2022. Le premier forum des entreprises et établissements publics du Niger se poursuit activement au Palais des Congrès de Niamey. La journée de ce mercredi a été consacrée aux interventions des directeurs étatiques sous la présidence du ministre des Finances, Ahmed Jidoud. Faisons le point des travaux de cette importante rencontre avec Gérard Abdelaziz et Laoli Yahya.
Démarré hier mardi avec plusieurs communications, dont celle relative au rapport bilan des entreprises et aux constatations des organes de contrôle d'État, le Forum des entreprises et établissements publics du Niger s'est poursuivi ce mercredi sous la présidence du ministre des Finances Ahmad Djidoud par les interventions des directeurs généraux de plusieurs de ces institutions. L'objectif, c'est de permettre de ratisser large, voir quels sont les différents problèmes, quels sont les différents défis à relever et quelles sont les ébauches de solutions que les uns et les autres vont proposer pour permettre au gouvernement d'élaborer une politique vraiment efficace en permettant d'assurer en tout cas la bonne gouvernance au sein de ces entreprises publiques-là. L'initiative de la primature est saluée et encouragée par les premiers concernés. Le plus important, c'est de savoir tirer profit de ce forum. Là, nous avons pratiquement toutes les sociétés publiques. Les uns les autres exposent les problèmes qu'on rencontre dans la gestion. Ce sont des problèmes récurrents et qui se rencontrent à plusieurs niveaux. Je crois que c'était l'occasion vraiment de faire table rase pour se documenter et trouver ensemble des solutions pour la bonne marche de nos sociétés. Nous nous félicitons tous de ce cadre d'échange qui est créé et de partage d'expériences. En ce qui nous concerne directement en tant qu'Institut national de la statistique, cet exercice a une double utilité pour nous. Déjà, cela nous fournit des informations additionnelles par rapport au répertoire des entreprises que nous tenons, mais nous aussi, cela nous permet de valoriser les informations statistiques pour bien mesurer la performance des établissements publics. Et c'est ce qui va aussi permettre d'améliorer les indicateurs macroéconomiques du Niger, d'assurer aussi l'atteinte des différents résultats du plan de développement économique et social dans nos différents secteurs. Donc l'Institut national de la statistique se met totalement à la disposition du comité d'organisation pour appuyer la suite des travaux, pour mieux mesurer la performance des entreprises, gage d'une bonne gouvernance. Le premier forum des entreprises et établissements publics du Niger s'achève demain avec la formulation de plusieurs recommandations et résolutions devant permettre l'amélioration de la performance du secteur public, but visé par la rencontre. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a procédé ce matin au lancement des activités de la deuxième édition de la semaine de l'habitat et du patrimoine. Le thème retenu est planification urbaine et habitat durable. Abdelkader Yaye, Bachir Rabo. Cette semaine de l'habitat et du patrimoine dont le thème est planification urbaine et habitat durable fait partie des 3 activités programmées par le ministère de l'Urbanisme et du Logement dans le cadre de l'initiative Octobre urbain instituée par l'Organisation des Nations Unies. Cette initiative a pour objectif d'amener tous les acteurs du développement urbain et de l'habitat à organiser des rencontres, des discussions et des sensibilisations sur des sujets concernant la problématique du logement et les dispositions pour un développement urbain durable face aux défi d'une croissance très rapide des villes nigériennes. En prenant la parole au cours de cette cérémonie, la présidente du comité d'organisation a souligné que ces 3 jours seront mis à profit pour trouver des solutions à ce problème de logement en milieu urbain. Conscients de leur rôle majeur dans le développement urbain, les professionnels de l'urbanisme et de la construction ont décidé de se mettre ensemble afin de poser le débat sur diverses thématiques dont, entre autres, la planification urbaine, l'habitat durable, la gestion urbaine, la gestion foncière, la construction, l'accès aux services de base, le financement des collectivités territoriales et j'en passe. Ensuite, c'est au tour du président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, de prendre la parole pour magnifier toute la concordance de l'objectif de cette semaine avec la politique de l'habitat de la ville de Niamey. Pour le ministre de l'Urbanisme et du Logement, en procédant au lancement de cette semaine, a indiqué que le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de la promotion de l'habitat au Niger. Permettez-moi de saisir l'occasion de la semaine de l'habitat et du patrimoine 2022 pour vous présenter ainsi au public nigérien
quelques-unes des multiples actions menées en cours ou en perspective en vue d'assurer un développement urbain de nos centres urbains. Il s'agit entre autres, en matière d'urbanisme, la promulgation de la loi 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain et ses textes d'application. En matière d'habitat et de logement, la relecture des textes de création du Fonds national de l'habitat en vue de leur révision au fin de la mise en place d'un véritable outil de financement de ce sous-secteur. La mise en œuvre d'un programme de construction de 5000 logements sociaux, d'une phase pilote de 200 unités actuellement en cours d'exécution à Niamey. Cette deuxième édition de la Semaine de l'habitat et du patrimoine va se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain à Niamey. Présentation ce matin à l'hôpital général de référence de 3 projets innovants. Ces projets, une fois mis en œuvre, permettront d'améliorer les capacités en matière de prise en charge sanitaire de ces centres hospitaliers ainsi que la réduction du coût des évacuations salutaires à l'extérieur. C'était sous la présidence du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Le résumé avec Nana Mariamoutari, Hamidou Abdoulaye. C'est une nouvelle phase qui vient d'être franchie dans le domaine de la santé publique au Niger. En effet, avec le concours de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, en collaboration avec le ministère en charge de la santé, 3 projets majeurs innovants s'apprêtent à voir le jour. Ces projets concernent la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et la chirurgie cardiovasculaire. Il s'agit d'abord d'une formation des cadres sur la maîtrise des logiciels et matériels que l'ANSI va mettre à la disposition de ces spécialistes. Par rapport au premier projet, c'est vraiment des appareils. Non seulement qu'on commande très cher, on les commande à l'extérieur. Et aujourd'hui, avec l'appui de l'ANSI, avec les startups qu'on a pris l'engagement de commander ces appareils et tester au niveau de l'hôpital général de référence et les mettre à échelle dans tous les services de santé qui auront besoin de ces genres d'appareils, qu'on les commande ici sur place, qu'on n'aura plus besoin d'aller les chercher ailleurs. C'est ça l'objectif. Le deuxième projet, du fait du retard de la prise en charge, vous voyez le délai. Même si on a les moyens, un malade, en tout cas qui est surpris par un AVC, même s'il a des moyens de se faire évacuer, vous voyez le délai. Le troisième projet, et là également, un véritable problème de santé publique. On est à près de 300. Ça, peut-être, c'est ceux qui ont accepté de venir se faire diagnostiquer. 300 cas de malformation cardiaque. C'est excessivement cher. Pour assurer la santé, pour avoir tous ces matériels, il faut investir. Les premiers projets là que vous venez de présenter, leur financement a été pris en charge à 100%. Je vous confirme. Pour le directeur général de l'ANSI, ces projets vont transformer les plateaux techniques et renforcer les capacités de prise en charge sanitaire pour réduire les évacuations sanitaires à l'extérieur qui coûtent cher à l'État. Cette opportunité aujourd'hui qui s'offre à nous, ça nous permet de consolider davantage ce partenariat. Ces 60 moniteurs pour nous ne seront qu'un point de départ. Et je suis sûr qu'en combinant les ressources et l'engagement du ministère de la Santé avec ce que nous faisons et à travers la Cité de l'Innovation, mais aussi le programme Village Intelligent, nous allons pouvoir équiper un plus grand nombre de centres médicaux, de dispositifs similaires et puis d'autres que les startups, sur lesquels les startups sont en train de travailler. Le directeur général de l'hôpital de référence s'est beaucoup réjoui de ces initiatives faites en faveur du système sanitaire nigérien. Notons que ces 3 projets ont fait l'objet d'une présentation par certains spécialistes du domaine. La cérémonie a pris fin par une visite des officiels au centre de cardiologie du dit centre sanitaire. À l'intérieur du pays, le gouverneur de la région de Dosso a entrepris hier une mission sur la paix et la sécurité dans le département de Dogondouchi. Dankasseri a constitué la première étape de cette mission. Habibou Garba, Issa Saleh.
En compagnie du président du conseil régional, M. Maman Tourba, des autorités administratives et traditionnelles du département de Dogondouti et des responsables régionaux de l'éducation et des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région de Dosso a entrepris ce mardi une mission de suivi des activités du conseil de sécurité du département de Dogondouti. Plusieurs points d'intérêt national étaient au centre de cette mission. Le village de Dogontapki est un village frontalier dont la population vit au quotidien la psychose des enlèvements, des paiements des rançons, des situations qui enfoncent davantage cette population dans la vulnérabilité. Nous avons d'abord transmis le message du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, à cette population. Nous avons parlé des questions sécuritaires, de l'éducation, et de la fraude des hydrocarbures qui constitue en quelque sorte une forme d'insécurité. La population a beaucoup accueilli le message du président de la République. Après cette étape, nous sommes revenus au niveau de la commune de Dankassari où nous avons rencontré les déplacés de ces villages frontaliers auxquels nous avons transmis le message du président de la République qui nous a donné des instructions pour organiser et accompagner les retours de ces populations dans leur village. Ils ont très bien accueilli cette information et nous allons prendre toutes les dispositions dans les prochains jours pour que ces retours soient organisés. Donc nous avons discuté des dispositions qu'il faut prendre pour atténuer ces problèmes de prélèvement de la zakat et puis voir dans quelle mesure aussi encadrer la descente précoce des animaux vers les sites. Après des rencontres d'échanges et d'informations avec les populations du village de Dogontapki, le gouverneur Al-Bashir Aboubakar a présidé une réunion de sécurité avec les autorités départementales et les forces de défense et de sécurité. Dans la région de Zender, cette fois-ci, fin de la mission de travail de l'ambassadeur de France au Niger. La synthèse de ce périple avec Kassou Moutari et Mahamana Ousmane. Hier dans l'après-midi, le diplomate français a visité la toute première école de Zender, à savoir l'école Berni-Est, créée en 1904, soit aujourd'hui 118 ans. Cet établissement scolaire de plus d'un siècle compte un effectif de 916 élèves, dont 488 filles et 58 élèves handicapés, d'où le respect strict des règles d'inclusion tant souhaitées par les autorités. École régionale de Zender, à l'époque où Zender était la capitale du Niger, l'école a formé de l'élite comme André Salifou, René Zara, Abar Suleiman Ambouzoua, les anciens présidents de la République Maman Ousmane et Ibrahim Baré Menassara, l'actuel sultan du Damagaram, El Hadji Aboubakar Sanda Oumarou, ou encore Marcel Iné, Hussein Suntalma et Pierre Foulani. Malheureusement, cet établissement est aujourd'hui dans un état très critique qui mérite réflexion. Seconde visite de la mission, le musée régional de Zender en chantier, où des explications leur ont été données par le conservateur du musée Maman Sani. Toujours hier, les membres de la délégation ont visité le centre Gidan Raya Yaran Karkara, communément appelé GRIC, créé en 2006 par un groupement de 3 associations. Ce centre, qui comprend un internat, recrute des jeunes nouveaux CE et ils sont entièrement pris en charge par rapport à leur scolarité jusqu'à la fin de leur cycle. Ce matin, l'ambassadeur de France dans notre pays a visité la villa du consul et le centre d'enseignement et de création franco-nigérien avant de présider un point de presse. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des autorités locales ici à Zender qui m'ont reçu de manière extrêmement chaleureuse et sympathique, qui m'ont réitéré leur chaleureuse coopération avec la France, qui sont extrêmement satisfaites de l'action de la France ici dans cette région. Et c'était donc pour moi une grande satisfaction de voir que tous nos projets qui sont mis en œuvre par les différents acteurs de la coopération française sont non seulement bien reçus, appréciés, mais sont aussi efficaces. Il est à noter que l'ambassadeur de France a reçu des cadeaux symboliques de la part d'abord du président du conseil régional Amadou Hassan et des mains du premier responsable de la région, à savoir le gouverneur Lawala Amadou Madougou.
Activité associative à présent, le 6e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique à Saint-Pis s'est ouvert ce matin à Niamey, avec pour thème faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité du système statistique national. Ce congrès aboutira au renouvellement du bureau exécutif national du Saint-Pis. Gérard Abdelaziz, Laoliaïa. L'examen des rapports moraux et financiers et le renouvellement du bureau exécutif national du syndicat national du personnel de l'information statistique Saint-Pis sont au cœur de ce 6e congrès ordinaire de la dite formation syndicale, dont le thème est d'une très grande importance. Le thème retenu pour ce 6e congrès du Saint-Pis, à savoir faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité du système statistique national. Quel rôle pour le Saint-Pis? Permettra de créer un cadre d'échange par rapport à la nouvelle loi statistique qui a été transmise au gouvernement pour adoption depuis 2017. La présentation qui sera faite contribuera sans doute à édifier les participants sur le processus d'élaboration de cette loi et de ses décrets d'application. Elle contribuera aussi à définir les actions à mener par le Ben Saint-Pis pour que cette loi puisse être adoptée dans un bref délai afin de redynamiser notre système statistique national qui a connu ces derniers temps un recul avec la suppression de certaines directions des statistiques sectorielles. Le thème de cette rencontre cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure des responsables de l'Institut national de la statistique INS. Il est impératif de donner un nouveau souffle à la réforme du système statistique national pour les raisons ci-après. La forte croissance des besoins en données statistiques de qualité pour le suivi des politiques publiques, la faible capacité institutionnelle des structures sectorielles du système statistique et l'insuffisance de la coordination institutionnelle, l'insuffisance des ressources humaines de qualité avec le départ à la retraite d'un effectif important de cadres supérieurs et le recrutement de plusieurs jeunes qui ont besoin d'encadrement. C'est vraiment un sujet qui mérite une grande réflexion au cours de vos assises. La directrice générale de l'INS a réitéré son soutien au Saint-Pis, tout comme le CISAS par le biais de son deuxième secrétaire général adjoint, Mundaha Awashi, et la CDTN, centrale d'affiliation du syndicat. Sachez que la CDTN sera toujours prête à vous apporter appui et expertise nécessaires dont vous aurez besoin pour le grand bonheur des militantes et militants du Saint-Pis. Notre vœu ardent est que vos assises se déroulent dans un climat de célérité et de cohésion, gage de réussite pour toute organisation syndicale. Retenez que ce 6e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique Saint-Pis prendra fin demain par la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de cette organisation. L'avis des partis politiques, et c'est pour clore cette édition, Agadez a accueilli ce matin un meeting d'adhésion. En effet, plusieurs militants d'une autre formation politique de Dabaga ont décidé de rejoindre le PNDS Tareya. Bachir Haouna, Al-Gabida Asadek. Al-Husseini Chimenima et plusieurs de ses camarades évoquent à travers cette déclaration solennelle en langue tamashek leur adhésion aux idéaux du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. Une grande satisfaction pour l'ensemble des militants et particulièrement pour le directeur de campagne de la section de Dabaga. C'est une journée historique parce que nous avons enregistré une grande adhésion des militants, des camarades qui vont adhérer au parti de PNDS Tareya. Certainement pour plusieurs raisons. Il l'a dit dans sa déclaration, Al-Husseini Chimenima, qui est là ici, que les réalisations faites à travers le programme de renaissance du PNDS Tareya sont des réalisations à souligner. Il a notifié aussi la paix, la sécurité. Il a notifié toutes les réalisations qui ont été faites au niveau du Niger. Nous sommes très fiers. Ce meeting d'adhésion a été auparavant l'occasion pour plusieurs intervenants
de prendre la parole afin de partager les valeurs qui caractérisent le PNDS, mais aussi et surtout d'adresser la bienvenue aux nouveaux membres dans la grande famille du Parti Rose. Faut-il à cet effet retenir qu'hormis les prestations artistiques et culturelles ayant tenu en haleine le public venu en grand nombre, les gagnants de la course de chameaux organisée en cette circonstance ont reçu leur prix, marquant ainsi la fin de cette cérémonie mémorable. Voilà qui marque la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Télé5.